Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Pour commencer, entamé le 15 avril dernier par le gouvernement sous la direction du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le recensement biométrique de la population suit son cours normal à Yimbaya Taneri, dans la commune de Bessia. La mobilisation est effective dans ce quartier. Les habitants se rendent régulièrement dans le centre prévu à cet effet pour se faire enregistrer. Reportage à suivre. Et puis, la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de futsal a débuté ce mardi 22 avril à Rabat. L'équipe guinéenne a ouvert la compétition face à l'Angola dans un match durant lequel la Guinée s'est inclinée 5-2. Détail à suivre dans cette édition d'information. C'est tout pour les titres. Encore bonsoir. Le processus de recensement biométrique bat son plein en Guinée. Dans le quartier Yimbaya Taneri, dans la commune de Bessia, la mobilisation est effective. Depuis le début de l'initiative, de nombreux habitants se rendent régulièrement dans les centres d'inscription pour se faire enregistrer. Ce devoir civique a trouvé un écho dans toutes les catégories démographiques. Les hommes et les femmes de tous les âges reconnaissent son importance pour leur communauté. Khadija Kaba, reportage. Tôt le matin, des files d'attente commencent à se former devant les centres d'inscription. Mamadou Lamarane Diallo, un habitant du quartier, considère cet acte comme un devoir civique et encourage ses voisins à y participer également. Bon, comme je suis un citoyen guinéen, je dois avoir ma carte d'identité et ma acte de naissance. Je vais le conseiller de venir se recenser, c'est très important. Parce qu'un bon citoyen, il faut savoir, avoir de accès de naissance et de carte d'identité. Les recenseurs sont confrontés à diverses difficultés sur le terrain, même si le public fait preuve d'un grand enthousiasme. Ces difficultés entravent leurs efforts pour collecter efficacement des données précises. Nous avons une liste dans notre quartier où nous prenons les gens qui n'ont pas d'extrait de naissance. Donc c'est cette liste qu'on doit remonter vers le service compétent, à savoir l'état civil, pour qu'ils soient en conformité avec les règlements pour le recensement, qu'ils aient un extrait de naissance ou un jugement supplétif. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore rencontré le service d'état civil pour la clarité de ces documents-là. Donc ça, et à chaque fois les gens reviennent pour demander est-ce qu'on n'aura pas, ça devient un peu compliqué pour nous. Et là, on a même vraiment du mal à gérer cette situation. À Yimbaya, un groupe local dévoué à travailler d'arrache-pied pour faciliter une opération sans faille sous la direction de son bureau exécutif. Grâce à leur engagement, tout s'est déroulé efficacement. Nous avons pris d'arrache-pied et on est sur ça. On a passé des communiqués pour mobiliser la population et on a reparti par secteur. Actuellement, nous sommes au secteur 1, appelé secteur Mongobouni. Ça finit aujourd'hui et demain nous serons au secteur 2, ainsi de suite, jusqu'au secteur 6. Chaque secteur va avoir une semaine de recensement pour que tout le monde soit recensé. Voilà. Le recensement biométrique est un élément crucial de la démocratie en Guinée. À Yimbaya, la communauté engagée démontre qu'en dépit des obstacles, la participation active des citoyens reste vivante et essentielle. Dans l'actualité judiciaire, fini les plaidoiries dans le procès en appel d'Aliouba ce mercredi à la cour d'appel de Conakry. C'est après 5 audiences riches en débat entre avocats et ministère public. Le dernier conseil de l'accusé ont balayé les réquisitions du procureur de la juridiction qui demande une amélioration de la condamnation contre le leader politique. Le verdict prévu pour le 28 mai 2025. La décision de la juge a irrité la colère des avocats qui estiment que la date est trop loin. Ansou Baïle-Baldé. Après les réquisitions du procureur général qui demande d'alourdir la condamnation de l'accusé Mamadou Aliouba, les avocats de ce dernier ont terminé leur plaidoirie ce mercredi 23 avril 2025 à la cour d'appel de Conakry. Cela s'est passé dans une atmosphère de débat très houleux entre les parties au procès.
Les derniers conseils à plaider ont accentué leur communication sur les motifs d'appel du ministère public et du réquisitoire qui, selon eux, sont vides de sens. Je suis au regret de le dire, vous l'avez constaté avec nous, le ministère public n'a rien produit de potable. En relevant appel, ces réquisitions sont vides de sens, il n'y a aucune base légale. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut attendre le 28 mai pour connaître le sort de M. Mamadou Aliouba. Dans quelle Guinée nous vivons, dans quelle justice nous vivons, quel pays nous voulons léguer à notre progéniture. C'est une honte nationale, c'est une honte pour toutes les personnes qui aspirent à la justice, qui portent la robe noire pour défendre. Aujourd'hui, nous avons honte même de dire que nous exerçons dans ce pays-là. Un procès qui a eu lieu sous une grande surveillance policière et gendarme pour l'avocat Maître Galissa Hadi Diallo, un des conseils d'Aliouba. Cela n'atteint à rien le moral de son client. Et ceux d'entre vous qui étiez dans la salle d'audience, vous en avez été témoins. C'est que la persécution est tellement flagrante que cela ne fait que exalter ou revigorer, si vous voulez, le moral de M. Aliouba. Ça, c'est un point extrêmement positif. C'est quelqu'un qui n'est pas atteint. C'est quelqu'un qui comprend que peut-être il a eu une telle envergure politique qu'on a besoin de mobiliser tout ce que vous avez pu voir ici, des pick-up, une contingence militaire pour l'intimider, pour le persécuter, pour le pousser. Ça, c'est quelque chose qui ne l'atteint pas du tout. Il est au beau fixe, son moral est au beau fixe. Après, ce qu'il faut ajouter par rapport à cela, c'est que nous avons été poignants, nous avons été pertinents, nous avons été factuels dans nos démonstrations, dans nos plaidoiries. Le verdict est programmé pour le 28 mai 2025. Aliouba retourne donc en prison en attendant cette date pour connaître son sort dans cette affaire. Il est poursuivi pour diffamation et offense à l'endroit du chef de l'État. Et puis, des militants, sympathisants et soutiens venus assister à l'audience ont également livré leurs sentiments après l'annonce de la date du verdict. Suivez le responsable adjoint de la communication et le porte-parole du modèle au micro d'Ansou Baïle-Baldé. Nous avons espéré qu'aujourd'hui, que la présidente du juge, avec les différents renvois, elle aurait pu rendre quand même vider ce dossier. Mais malheureusement, le dossier est encore renvoyé le 28 mai. Imaginez le 28 mai, un mois de plus. L'objectif, c'est maintenir Aliou. L'objectif, c'est réussir quand même à amener Aliou à négocier d'ici encore un mois. C'est déplorable, c'est triste. Nous osons espérer quand même, gardons patience, que le 28 mai, le droit sera dit et que le président sera relâché. Mais nous sommes choqués de constater encore qu'on va attendre un mois pour qu'un verdict soit rendu. On l'a dit et répété, c'est un dossier politique. L'objectif est clair aujourd'hui, qu'il cherche à le déstabiliser. Il cherche à le décourager dans son élan, dans le seul but de le pousser à accepter ou de chercher à accepter des compromis. Donc, conscient de cela, il est temps pour nous, en tant que militants, en tant que sympathisants, que nous puissions nous mobiliser autour de ces idéaux pour lesquels il est détenu. Donc il n'en est pas question de subir, il n'en est pas question de nous laisser abattre, de nous laisser déstabiliser. La société civile guinéenne dénonce l'agression physique dont subit des femmes de joie samedi dernier à Kipé. La directrice de Africa, Fatou Anne, demande une intervention de l'État pour protéger ces travailleuses de sexe de toute agression. Elle est au micro de Mamadou Tanouba. Une situation assez déplorable et c'est pas la première. Alors, en fait, sur ces faits, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une attaque de l'État, c'est un manquement de l'État à protéger par contre. Donc, effectivement, c'est les populations qui se sont permises d'attaquer une citoyenne ou des citoyennes pour des raisons X. Maintenant, la première réponse et la première responsabilité revient à l'État de réagir à travers ces différents dispositifs de protection des populations qui sont de plus en plus défaillants vis-à-vis des femmes. On le déplore tous les jours. Donc cette situation au niveau des défenseurs des droits humains, effectivement, va requérir certaines actions et réponses qui seront probablement des déclarations,
et un suivi du cas ou des cas. Mais en attendant, encore une fois, et c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est que nous sommes la société civile, nous sommes là pour veiller et dénoncer, mais la réponse effective à ce type de violation revient encore à l'État. C'est pour ça que nous, on interpelle l'État et on continue d'interpeller l'État pour des réponses appropriées, pour éviter que de tels actes continuent de se produire ou que les violences faites aux femmes continuent d'être endémiques, pour ne pas dire une pandémie. Une maison et son contenu brûlés ce mercredi matin dans un incendie à Yimbaya Tannery dans la commune de Bessia. Les sinistrés par d'un court-circuit qui a occasionné l'incident dans les environs de 6 heures. L'aide des sapeurs-pompiers a permis de minimiser les dégâts et la propagation du feu. Dibabari. C'est une chambre et salon qui ont été incendiés. Tout le contenu parti des flammes et Mohamed Kourouma, le sinistré ne sait quoi faire avec cette situation préoccupante. Il a pu sauver ses enfants qui dormaient à l'intérieur pendant que le feu s'est déclaré. Les fauteuils, le poste téléviseur, les habits, les lits et autres objets de valeur ont tous brûlé. Bon, ce matin-là, comment dire ça, à 6h30, donc je me suis lavé. Bon, je suis prêt à sortir, d'aller au boulot. Donc finalement, j'ai vu le fumer derrière la maison, aux cuisines. Donc malheureusement, je suis sorti, j'ai signalé les voisines. Donc par après maintenant, là, je suis allé vers là-bas pour que, comment dire, on s'aide pour éteindre le feu. Mais malheureusement, le feu était trop. Donc je suis rentré à la maison maintenant, là, j'ai fait que sauver mes enfants. Il y avait 4 enfants à la maison. J'ai sauvé les enfants, c'est pourquoi je n'ai pas eu le temps de, comment dire, les bagages. Là. Toutes les choses sont brûlées. Même Aiguille n'est pas sorti dans la maison. Mais quand même, il n'y a pas eu de vie morte. Il n'y a pas eu de perte de vie. Mohamed Kourouma, le sinistré, parle de coups de circuit qui, selon lui, est à l'origine de cet incendie. Le conducteur de véhicule au port autonome de Conakry lance un appel aux autorités après avoir perdu son permis de conduire et les autres documents. Il y a eu un coup de circuit, c'est le courant. Le sapeur-pompier est venu et il ne peut pas travailler parce qu'il y a le courant. L'autre même, le courant lui a attrapé. Et donc, on appelle maintenant les 2 maintenant, là, ils ont éteint le courant maintenant là. Par après, ils ont commencé à travailler maintenant, ils ont éteint maintenant le feu. Je lance l'appel au gouvernement pour venir en notre aide. Parce que vraiment, là où, même si là où on va passer la nuit aujourd'hui, on ne connaît pas. Et mes permis aussi, c'est lui qui me permet aujourd'hui, comment dire, de nourrir mes enfants et ma femme. Mais je n'ai pas le permis là, comment je vais travailler? Je n'ai rien. Tous mes dossiers sont brûlés. L'incendie a été maîtrisé grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, de la protection civile et des jeunes du quartier. Pour le moment, les sinistrés se demandent où passer la nuit. Sur le continent en Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane Thiam a été radié de la liste électorale pour perte de nationalité ivoirienne. Conséquence, il ne pourra pas se présenter à la présidentielle d'octobre 2025. La décision est jugée politique par ses partisans. Commentaire à Mamadou Tanouba. C'est un véritable coup de tonnerre sur la tête de Tidjane Thiam et les militants du PDCI. L'opposant est radié de la liste électorale. Le motif avancé est la perte de nationalité ivoirienne qu'il aurait automatiquement perdue en acquérant la nationalité française en 1987. Cette mauvaise nouvelle arrive à 6 mois du scrutin présidentiel. Tidjane Thiam est ainsi écarté de la course. Il était pourtant parmi les principaux favoris dans les sondages. L'ancien ministre et directeur général de Crédit Suisse avait été désigné en octobre 2024 candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. En réaction, Tidjane Thiam a laissé entendre qu'il n'accepte pas cette radiation et qu'il utiliserait tous les moyens légaux pour être candidat.
Avant lui, des poids lourds de la politique ivoirienne comme l'ancien président Laurent Gbagbo, l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et l'ancien ministre Charles Blé Goudé ont été rendus inéligibles par des condamnations judiciaires. Actuellement, le RHDP du président Alassane Ouattara n'a aucun concurrent de taille en face de lui. Et puis, 3 jours après la mort du papa François, que sait-on des papabili, ces cardinaux pressentis pour succéder au pape François? Ils sont originaires de l'Italie, de la France, des Philippines, du Ghana et de la Guinée, des noms régulièrement présentés par des observateurs comme favoris pour succéder au souverain pontifice décédé lundi après 38 jours de maladie. L'élection du nouveau pape se déroule lors d'un conclave où les cardinaux font un vote secret. Suivez. Oui, pour être élu pape, le cardinal candidat doit obtenir une majorité des 2/3. Puis, il peut accepter ou refuser. Parmi les 252 cardinaux encore en vie, 135 sont admissibles à devenir le prochain souverain pontife. Depuis la mort du pape François, plusieurs noms reviennent dans les analyses des observateurs. C'est le cas du Guinéen Robert Sarah, 79 ans, nommé en 1979 archevêque de Conakry. Le pape Benoît XVI a fait de lui un cardinal. Au Saint-Siège, préfet du conseil pontifical, il a été désigné à la tête de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements en 2014. Il est à la retraite depuis 2021. Connu pour ses prises de position traditionnelles et fermes sur les questions sociétales et pontificales, il devrait prendre part au conclave des cardinaux âgés de moins de 80 ans qui va élire le successeur du pape François. Le cardinal Robert Sarah aura 80 ans le 15 juin prochain. On parle du Ghanéen Peter Turkson, 76 ans. Il allie une longue expérience pastorale auprès des congrégations au Ghana, à des fonctions de direction au Vatican, ainsi qu'à des solides compétences en matière de communication. Un autre cardinal originaire d'Afrique, le Congolais Fridolin Ambongo, 65 ans, il est le premier religieux africain à devenir depuis 2020 membre du Conseil des cardinaux au Vatican. Il a été nommé cardinal par le pape François en 2019. Il a 65 ans. L'archevêque de Kinshasa est connu pour son engagement pour les causes sociales et ses prises de position dans la politique congolaise. Depuis le 15 février 2023, il est le président du Conseil épiscopal d'Afrique et de Madagascar. D'autres candidats potentiels viennent de l'Europe, à l'image du Français Jean-Marc Aveline, 66 ans, du Suédois Andrés Arborus, 75 ans, des pays comme les Philippines, la Birmanie, le Canada et l'Italie pourraient être dans la course. Le conclave durera jusqu'à l'élection du pape. La fumée est noire lorsque le vote n'a pas été concluant et que personne n'a été désigné comme vainqueur. En revanche, si la fumée est blanche, sort de la cheminée de la chapelle Sistine, cela signifie qu'un nouveau pape a été élu. Sport à présent et pour finir, la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de futsal a débuté ce mardi 22 avril à Rabat. L'équipe guinéenne a ouvert la compétition face à l'Angola au complexe sportif Moulay Abdellah. Les Guinéennes, encore novices en futsal, se sont inclinées 5-2 face à l'équipe angolaise. Un début qui s'annonce difficile pour la Guinée, n'est-ce pas Germaine Mansaré? Début compliqué pour la Guinée à la CAN féminine de futsal. Ce mardi, au complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, le Chili a lancé sa campagne face à l'Angola. Dès les premières secondes de la rencontre, l'Angola a pris le contrôle du jeu. Cette supériorité s'est traduite très tôt, avec un but inscrit dès la 2e minute à la capitaine de l'équipe angolaise, Joyce Victor. La Guinée, bien que créative, parvient à égaliser grâce à Buntura Bissouma. Mais à la pause, les joueuses du Chili sont menées 3-1. Au retour des vestiaires, les Guinéennes affichent un état d'esprit plus offensif. À 10 minutes du terme, Aminata Bangoura redonne l'espoir en réduisant le score à 3-2. Toutefois, la fin du match est fatale aux ambitions guinéennes. Joyce Victor puis Yamila Kantumbela alourdissent le score avec 2 nouvelles réalisations.
La partie s'achève avec une victoire 5-2 en faveur des Angolaises. La Guinée disputera son second et dernier match de groupe ce samedi contre l'Égypte pour entretenir l'espoir d'une qualification en demi-finale. Une victoire impérative pour Abdul Karim Koumbassa et ses joueuses. Cette première édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de futsal, qui se tient jusqu'au 30 avril, regroupe au total 9 sélections nationales. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.